Bienvenue sur Ici Éco. L'accord approuvé par le gouvernement sortant entre le syndicat des enseignants et la Fédération des institutions éducatives privées sous l'égide du ministère de l'Éducation pour financer la caisse de retraite du corps professoral des écoles privées à hauteur de 100 milliards de livres libanaises. Cet accord a permis à cette caisse de verser des augmentations de salaire aux enseignants retraités équivalent à 6 fois leur salaire initial pour le mois de janvier et février 2024. Selon les termes de l'accord, les écoles étaient tenues de verser 180 milliards de livres libanaises avant le 15 février dernier, ce qui n'était pas le cas, puisque seules environ 500 sur 1300 écoles privées se sont conformées à cette exigence. Ces chiffres suscitent des inquiétudes parmi les enseignants retraités, notamment quant à la capacité de la Caisse à verser ces augmentations dans les mois à venir, étant donné que 60 milliards de livres libanaises sont nécessaires par mois et chaque mois pour ce faire. Il semble qu'il n'y aura pas de salaire pour les enseignants retraités des écoles privées à la fin de ce mois, tant que plus de 800 écoles privées n'ont pas respecté le protocole signé entre le syndicat des enseignants et l'Union des institutions. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur la question liée à la caisse de retraite des enseignants du secteur privé avec le vice-président de l'association des professeurs retraités du cycle secondaire, Dr Joseph Mkerzel. Nous aborderons également le sujet de loi sur les loyers résidentiels et non résidentiels avec le conseiller juridique de l'association des propriétaires, Maître Roland Espère. Pour parler du sujet des enseignants du secteur, ou bien du secteur public ainsi du privé, j'ai le plaisir de recevoir le vice-président de l'association des professeurs retraités du cycle secondaire, Dr Joseph Mkerzel. Dr Mkerzel, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Je suis fier d'être avec vous et je vous remercie. Merci. Donc c'est un plaisir de vous recevoir. Vous sentez-vous en sécurité en tant que retraité au Liban? Avant cette période, oui. Et je peux vous dire que tous les enseignants et les professeurs qui sont dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation voulaient être dans le cadre, disons, officiel, parce qu'il y avait la sécurité en tant que retraités. Et nous acceptions de travailler avec des salaires inférieurs à ce que nous touchions dans les écoles privées, parce qu'il y avait ça. Maintenant, certainement, non. Pour plusieurs causes. Entre ces causes, il y a le phénomène de l'inflation, mais ce n'est pas ça ce qui compte. C'est essentiellement, je peux vous demander de m'excuser, je peux même dire que c'est un vol organisé, parce que nos retraites, nos pensions devraient être couvertes par des caisses d'indemnité où nous payions des cotisations pendant 40 ans, tous les mois. Mensuelles, certainement. Tous les mois. Oui. Et quand j'arrive à 64 ans, on me dit on n'a pas d'argent. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous attendiez et que vous n'avez pas reçu tout en allant à la retraite? Essentiellement la sécurité médicale, l'hospitalisation, les médicaments. Tout cela, pour le moment, c'est rien du tout. Si vous me permettez de vous dire combien je touche par mois, je touche 6 salaires, 6 pensions. Ça arrive à $180 par mois. Les 6 pensions. Les 6. J'ai travaillé pendant 40 ans. J'étais professeur même d'université. J'étais professeur dans 6 lycées, dans le sens français. J'ai produit 131 bouquins de sciences. Moi, j'ai produit 131 bouquins de sciences. Pour finir avec $180 par mois. Oui. Mais est-ce que aussi c'est le cas des professeurs retraités du privé? En principe, on devait être identiques. Mais maintenant, c'est pire dans le privé.
Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au privé. Certainement, mais j'ai toujours travaillé dans... mais je n'avais pas... Aussi avec le problème, oui, tout ce qui se certainement. passe avec la caisse, les Certainement. indemnités, etc. Vous savez, au Liban, l'enseignement privé et public sont très proches en principe. Nous, l'État s'est moqué de nous. On nous a donné 6 salaires, vous voyez, 6 pensions. Alors que eux, ils avaient une caisse des indemnités où il y avait leurs indemnités, oui, alors ça n'a pas augmenté. Même si ça va augmenter, ça devrait arriver à peine à notre salaire, disons. Le pire, c'est la loi qui a voulu soutenir un tout petit peu ces retraités. On l'a abrogée. Oui, certainement. Et le pire encore, ils se sont mis d'accord suivant un pacte sur l'honneur, l'honneur. Du ministère de l'Éducation. Oui, chapeauté par le ministère. Il y a maintenant plus que 70% des écoles qui n'ont pas payé. Et vous savez que leur cotisation. Oui, vous donc savez, bien leur partie. Vous savez qu'est-ce qu'ils doivent payer? 1 million de livres. Oui. Oui. Ils se sont mis d'accord. Excusez-moi. Oui. Ils se sont mis d'accord. Ils sont partis pour pouvoir rédiger ça officiellement. Je peux vous affirmer, la nuit, on a appelé M. Nami pour lui dire quoi? On ne va pas payer 1 million, on va payer 900 000. Imaginez. M. Nami qui est le président du syndicat des professeurs du privé. Oui. C'est pour vous dire que vraiment c'est quelque chose... Donc vous avez bien mentionné que l'État s'est moqué de vous. Quel est votre avis sur le comportement du gouvernement vis-à-vis de cette situation-là et celle aussi certainement des retraités? Certainement. Moi, je peux vous dire que nous sommes dans un état économique catastrophique. Chacun de nous, si vraiment nous voulons revenir à ce que nous étions il y a 4 ans, sans parler de l'inflation, on devrait multiplier nos salaires par 60. Le dollar était à 1500, le dollar est à peu près à 90. Donc honnêtement, par le calcul, l'arithmétique, c'est 60 fois plus. Vous parlez ici privé et public? Partout. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils l'ont fait à 6 fois. Et en même temps, vous connaissez le prix de tout. Certainement augmenté. Oui. La chose la plus dangereuse par rapport à nous que retraités, c'est notre âge et le besoin de médicaments. Excusez-moi de vous dire, honnêtement, moi je prends 16 médicaments par jour. Qui vous coûte combien par mois? Ça me coûte en moyenne 500 ou 400 $. Vous financez comment? Mes enfants. On peut avoir des enfants vraiment formidables, mais qui ne peuvent pas nous soutenir. Vous êtes triste? Certainement, parce que de toute façon, quand j'ai travaillé énormément, je ne voulais pas être à la merci de mes enfants, parce que je pensais que ces enfants auraient des problèmes avec leurs enfants, et c'est pour cela que moi, je les libère. Et j'ai fait l'impossible pour faire ça. Donc vous voyez comment le comportement du gouvernement, du ministère de l'Éducation? Ils se moquent de nous. Ce qui est vraiment difficile, c'est que les gens, surtout les nôtres, je parle des retraités, ne peuvent presque rien faire. Et la politique entre. Vous dites quoi aux écoles, du privé et du public? Mais du privé ici, même si vous représentez les professeurs du public, mais vous savez très bien le comportement aujourd'hui de plus de 800 écoles qui n'ont pas payé leur partie, leurs cotisations, etc. Donc, les augmentations de 6 salaires pour la fin du mois de mars, jusqu'à présent, maintenant, on n'est pas assuré. Donc, on est devant un problème. Donc, vous dites quoi à ces écoles? Je vais vous dire une chose aussi, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Nous avons plus d'une centaine d'écoles qui n'ont pas de permis. Permis de quoi? Permis de travailler? De travailler, oui. Et chaque année, la veille des examens officiels... Vous avez plus de 100 à l'école? Comment? Plus de 100?
Oui. Écoutez-moi. À peu près. Oui, à peu près. Ouais, C'est pour cela que il y a des écoles qui sont vraiment très honnêtes. Le ministre de l'Éducation, M. Halabi, est sorti dire mercredi passé qu'il doit prendre des mesures, des sanctions envers les écoles qui n'ont pas payé. Je vais vous dire, maintenant, en arrivant chez vous, Mhm. j'ai entendu que le ministre, qui est vraiment quelqu'un de très, très honnête, qui a donné l'ordre au directeur général de sanctionner 120, Ouais. 120, il les a nommés. Mhm. Quelle est cette sanction? Je ne sais pas si vous savez, il y avait une histoire, une petite histoire de rien. Ça dit du tout. quoi? C'est retirer la signature de ces écoles. Moi, j'ai pas compris. C'est Ça veut dire quoi? une punition aux élèves, Ouais. aux professeurs. Donc, quelle aurait été la punition De le fermer, tout simplement. Dès le début, avant le début de l'année, il vaut beaucoup mieux prévenir que guérir. Mhm. Quand on sait que Mhm. ces écoles n'ont pas le permis, Oui, oui. oui, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien du tout. Finalement, ce sont les élèves et leurs parents qui sont punis. Mais à la fin, mais en fin de compte, c'est les élèves qui vont payer. Certainement. Oui. Certainement. Donc, pourquoi les écoles ne payent pas? Je sais pas. Mais le Et problème aujourd'hui, était... la majorité des écoles touchent la scolarité en dollars fraîches. Oui, monsieur Martin, le grand problème était là. Ils ont à payer pour la caisse d'indemnité. On leur a dit, s'il vous plaît, l'argent que vous touchez en dollars, payez 8% en dollars pour la caisse. Et l'argent que vous touchez... c'est ça. Alors, ils ont dit, on n'a pas le droit de payer en dollars. On leur a dit, mais comment vous avez le droit de toucher en dollars? En vérité, ils n'ont pas le droit. Mais ça, c'est l'accord. Ça, c'était un accord qui devait aussi commencer à partir de l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui. Les 40% en dollars. Non, non. Maintenant, même sans les 40% de l'accord, il y a beaucoup d'écoles qui sont en train de toucher en dollars. Je les comprends pas en tant que ils ont le droit ou non, mais vraiment toutes les dépenses de l'école, etc., et même de nos maisons, et actuellement même notre manger. Quelle est l'influence de cette situation sur les professeurs qui sont en service aujourd'hui? Moi, je peux vous dire une chose. Et certainement sur l'avenir de l'éducation. Justement, ça, c'est ce que j'allais. Donc, N'importe quel poste qu'on nous propose, nous quitterons l'enseignement en jetant toute notre indemnité pour aller le faire. Et excusez-moi de vous dire, je connais des gens qui sont en train de travailler, des conducteurs de taxi. C'est pas mal, on respecte tout, mais certainement s'ils sont capables de sortir en dehors du Liban, ils le feront. Mais quelquefois, il y a beaucoup de problèmes par rapport à nous. Il y a certainement donc, si je vous demande de décrire le futur de l'éducation au oui, Liban, certainement. on s'attend à quoi? L'avenir? Non. Oui, quel avenir pour l'éducation au Liban? Ah non, pas du tout. Si ça va continuer comme ça. D'ailleurs, excusez-moi de vous dire, devant les résultats des examens officiels, je voyais 100% de réussite, etc. Donnez-moi une école qui n'a pas eu 100%. On se moque des gens. Donc dire à l'avenir de l'éducation au Liban, c'est dire? Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Disons, les médecins, les ingénieurs. Moi, je suis en rapport avec les médecins parce que j'étais professeur de biologie. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Des réponses rapides, courtes à ces questions-là, si vous permettez. On peut dire que le protocole est terminé, qui a été signé, donc... Je ne sais pas. Nous attendons, si vous voulez, un miracle. Donc les écoles seront-elles en mesure de verser ces montants, vous pensez? Finalement, ils sont capables. Elles sont capables. Certainement, il y a une gérance qu'il faut prendre en considération. Et il y a plusieurs choses qu'elles sont capables de faire. Comment vous évaluez la façon dont Père Nasser est en train de gérer les choses? Regardez, j'ai été pendant plusieurs années avec le Monseigneur David. Vous savez, parlons des écoles catholiques. Quand il gère les écoles catholiques, lui, il n'a pas une décision à faire. Il attend la décision de tout le monde. Ça, c'est au niveau catholique. Ensuite, maintenant, lui,
il est le chef de toutes les écoles. C'est la même chose. Il est là, mais il ne décide rien. Qui décide? Chacun. Mhm. Chacun. Ou bien, s'il y a des congrégations, ou s'il y a de... Pourquoi vous pensez que le Premier ministre sortant, Najib Mikati, avait pris la décision de retirer la loi qui a été aussi approuvée par le Parlement et puis... On se moque de nous. On se moque de nous. Je vais vous dire une chose. Nous, disons, dans le public, on a toujours demandé à ce que vraiment nous soyons en similitude avec ceux qui travaillent encore. Oui. Ils ont dit oui, parce que nous touchons 85% du salaire. Donc, automatiquement, quand on est à la maison, à la retraite, si je dis que moi je touche comme celui qui est en fonction, ça veut dire que je touche moi 15% en moins. Ils nous ont donné 2 salaires. Ouais. On a fait la grève, si vous vous rappelez, il y a un mois à peu près, ou ça. Non, je vais vous donner similaire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait aussi? 15 bidons d'essence. Ouais. 450... Juste dire ici que nous parlons de la loi qui assurait 650 milliards de livres libanaises pour la caisse des indemnités. Oui. Donc, un support pour cette caisse pour pouvoir payer les 60 milliards parce que par mois. Peut-être que... Pour le privé. Il ne voulait pas, il ne voulait pas le privé ne voulait pas rembourser cet argent. Parce que finalement, puisque l'État va donner cette somme, et vous avez d'ici la fin de l'année scolaire pour rembourser, comment vous dites non? Pour finir, quelle est la tendance générale pour l'année prochaine concernant les salaires des enseignants? Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'espère que je me trompe, mais je pense que c'est mauvais. C'est mauvais, hein? C'est mauvais, c'est mauvais. Parce que, imaginez qu'ils sont en train de nous classer, que nous ne sommes pas productifs. Vous voyez, ils sont en train de payer des salaires et des choses à ceux qui travaillent. Et on est d'accord pour eux, les pauvres. Parce que nous, nous ne sommes pas productifs. C'est ainsi donc que l'enseignement, l'éducation n'est pas productif. Alors que nous étions les premiers en Orient en tant qu'éducation. Ça, c'est triste. Hein. Ouais. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Vous êtes le vice-président de l'Association des professeurs retraités du cycle secondaire, Dr Joseph Mkarze. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je suis content et je suis fier d'être avec vous. Merci. Nous allons consacrer la seconde partie de cette émission pour la problématique des loyers qui persiste en l'absence d'intervention de l'État, qui se désengage de ce sujet depuis plus de 40 ans. Concernant les nouveautés des loyers résidentiels, une décision judiciaire a fixé le début d'une période de 9 ans à partir de 2014, selon laquelle cette période est désormais écoulée et il reste 3 ans pour les bénéficiaires du fonds. Pour les loyers non résidentiels, les négociations ont lieu entre les bailleurs et les comités de commerçants au sein du comité de gestion et de justice pour discuter des modifications de la dernière loi après son renvoi à l'Assemblée nationale, ou bien à l'Assemblée générale certainement. Pour parler de ce sujet, je souhaite la bienvenue à mon invité, le conseiller juridique de l'Association des propriétaires, Maître Roland Espert. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Expliquez-nous, pour commencer, le jugement qui a été pris par Maître Ala Bachir, si vous permettez, à propos des 1500 livres libanaises, des dépôts qui doivent être payés, etc. Donc, expliquez-nous. Ben, c'est facile, c'est pas compliqué. Le juge Ala Bachir a considéré que les loyers en dollars doivent être en conversion, non pas à 1500 livres libanaises, mais sur le dollar qui est le prix qui est dans le marché ordinaire, qui est le black market. Donc à 89 500 à 89 500 livres libanaises. Mais il n'y a pas de mais, c'est clair. Il a considéré que payer le dollar à 1500 livres libanaises, c'était comme une mauvaise foi contractuelle. Donc, il ne fallait pas payer à ce prix-là. Vous jugez comment ce jugement? Ce jugement, il est équitable. Il est équitable pour les propriétaires. Il est équitable vis-à-vis de la loi. C'est un jugement très équitable et très bien mesuré.
Mais ouais, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel, c'est un arrêt de principe. Ouais. Il y a toujours des arrêts exceptionnels. C'est des arrêts qui font un revirement jurisprudentiel. Et ça va continuer comme ça, parce que, comme vous le savez, Maurice, dans les contrats, il y a toujours le principe de la bonne foi. Les contrats doivent être toujours exécutés de bonne foi. C'est l'article 1134 Code civil français, c'est l'article dans le Code des obligations et des contrats libanais. Donc, tous les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Quand il y a mauvaise foi, la justice intervient et il y a... Passons à l'autre jugement, aussi important. Oui. Le juge El Hajj, qui avait bien pris, ou bien qui a bien décidé en ce qui concerne la durée, ou bien la période des 9 mois, donc 2014, de 9 ans, pardon. On commence 2014, pas 2017. Expliquez-nous, le jugement a-t-il résolu la question des 9 ans à partir de 2014? Il a été clair, le jugement a été très clair. Expliquez-nous, ça veut dire quoi les 9 ans? Ça veut dire quoi les 2014, 2017? Oui. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi nous parlons. Oui, comme vous le savez, la loi est entrée en vigueur le 28/12/2014. Oui. Après 2 ans, il y a eu rectification de cette loi. C'était la date de 28/2/2017. Il y a eu rectification de quelques articles dans cette loi. Il y a certains qui considèrent que la loi a commencé à entrer en vigueur en 2017. Mais la loi de 2014 est restée en vigueur. Elle n'a pas été annulée par la loi de 2017. Donc, elle est toujours en vigueur et elle est applicable. Et le juge Hajj, il a précisé clairement que tous les contrats qui ont été conclus après 92 et qui bénéficient de l'application de la loi, ils doivent terminer en 9 ans. Donc, de 2014, on doit donner 9 ans pour les locataires qui ne bénéficient pas de l'aide pour le logement de l'État. Et après, il y a 3 ans, jusqu'à 12 ans, ce sont les locataires qui bénéficient de l'aide pour le logement de l'État. Et il était très clair, ce jugement. Il a fait un raisonnement juridique très précis, comme quoi la loi de 2014 n'a pas été annulée. Donc, le dernier arrêt qui précise que le délai de 9 ans donné aux locataires résidentiels débute le 28/12/2014 et non pas le 28/2/2017. 2017, ça, bien c'est sûr. clair. Ça, c'est clair. Okay. C'est devenu clair, c'est un arrêt de principe aussi. Et c'est dommage que le Parlement devait clarifier ces points obscurs dans la loi. Il fallait qu'il y ait des lois, ce qui n'a pas été fait pendant des années et des années. C'est un manque à des obligations du Parlement. Et c'est là qu'intervient le juge pour clarifier les points et pour trancher, certainement. Pour trancher. Oui. Pour trancher. Les commissions ou bien les comités judiciaires chargés de trancher sur les allocations pour les locataires ne font pas leur travail, certainement. Aucune décision n'a été prise durant les 9 ans. 8000 demandes ont été déposées. Quelle est la solution pour ceux qui ont demandé de bénéficier des fonds, ou bien du fonds, alors que la comité judiciaire ne fonctionne pas? Il n'y a pas ou bien de solution. Les comités judiciaires. Il n'y a pas de solution. On est devant un fait que la justice n'accomplit pas. Quel est le rôle de ces comités judiciaires? Quel est le rôle? Oui. Le rôle, c'est de trancher si le locataire il bénéficie de l'aide pour le logement ou non. Ils étudient le dossier de chaque locataire. Ils disent, donc par exemple, les locataires doivent déposer des demandes. Ils doivent déposer des demandes auprès de ces commissions. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a 8000 dossiers qui ont été présentés. Oui. Et jusqu'à maintenant, les juges n'ont tranché aucun dossier. Et donc ces comités-là ne fonctionnent pas? Ils ne fonctionnent pas. Pour des raisons politiques, des raisons... Pour des raisons de paresse. C'est une paresse, c'est un manquement à des obligations de rendre justice au peuple. C'est un déni de justice. D'accord. En ce qui concerne ces comités-là, donc ils fonctionnent comment, vous avez dit? Ces comités, les locataires déposent les demandes. Ils déposent les demandes. Il y a décision de ces commissions, comme quoi ce locataire, il bénéficie de l'aide pour le logement. Qui va payer ces aides? C'est l'État. D'accord. Dans chaque budget, les fonds existaient auparavant, mais maintenant, ils n'existaient plus parce qu'il y a 3-4 ans, l'État ne consacre aucun fonds pour ces aides pour le logement. Donc, cette solution a chuté? Non, la solution n'a pas échoué. Ça existe toujours dans la loi. C'est l'État qui manque à ses obligations. L'État, le service de la justice
Et ce qui Mais est vraiment choquant, Maurice, oui, mais c'est que vous dites que les fonds n'existent pas, les comités ne fonctionnent pas, donc les fonds là, existent. mais jusqu'à Mais il n'y a pas affectation dans le budget. Ouais, Les fonds existent, ouais. mais l'État n'affecte pas des fonds pour ce budget-là. Ok, Mais les c'est fonds, clair. c'est l'État. L'État, elle a toujours des fonds. Oui, c'est clair. Et on a, dites-moi. si vous permettez, on a vu plusieurs fois le Conseil supérieur de la magistrature qui est responsable du service public de la justice. Et ce qui est choquant, c'est que personne ne se sent responsable de ce dossier. Personne. Personne ne tranche. Ouais. Personne ne fait pas son c'est devoir. la responsabilité du gouvernement. Non, c'est la responsabilité du service public de la justice. Oui. Le Mais gouvernement... en général, l'exécutif était responsable. Non, il y a de ce dossier. séparation. Il y a séparation certainement. de pouvoir. Mais parlons Mais de ce dossier-là. les juges- Parlez de ce dossier-là. Ce dossier aussi social, Vous comme avez raison. le secteur de l'éducation, comme le secteur ici, l'État s'est retiré. Donc voilà, on est devant un conflit entre propriétaires et Et locataires. locataires. C'était toujours comme ça. Mais c'est l'État qui a manqué à ses obligations dès le début. Oui. Ce n'était pas les locataires. Les locataires, ils n'ont rien à faire. Ils profitent. Mais le problème, c'est avec l'État. C'est ça. C'est l'État qui a manqué à ses obligations de légiférer, de C'est libérer. C'est clair. Et maintenant, le service de la justice, Tout c'est en lui- parlant de séparation entre les pouvoirs, entre l'exécutif c'est lui et- qui manque à ses obligations. Oui. Il y a des commissions, il y a des juges, mais il ne donne aucune décision pour les locataires. Parlons du non résidentiel. Donc, il y a une plainte de l'association des propriétaires au Conseil d'État contre la décision du Premier ministre sortant Najib Mikati, qui a renvoyé la loi de nouveau à l'Assemblée générale. Quel est son sort? Le sort de ce recours pour excès de pouvoir, on a présenté un recours pour excès de pouvoir contre la décision, ou bien contre la décision du gouvernement intérimaire, de renvoyer la loi, après être votée, au Parlement, qui est contre la décision du gouvernement intérimaire. Elle est non constitutionnelle Elle est non et constitutionnelle. non légale. Elle est contre la loi et contre la Constitution, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un gouvernement intérimaire. Il n'a pas le droit de confisquer les prérogatives du président de l'État et d'actionner de telle façon. Certainement, et l'Assemblée Certainement. générale avait approuvé cette loi. L'Assemblée générale a approuvé cette loi. C'est Ouais. une émission dans le travail du Parlement. Donc, c'est une atteinte au principe de la séparation du pouvoir. Ouais. Ça, Même si- c'est donné de façon exceptionnelle Au président. exceptionnelle, parce qu'il ne participe pas d'une manière ou d'une autre à la fabrication de la loi. Oui. Parce que lui, il ne peut pas proposer une loi et il ne peut pas présenter un projet de loi. Donc, Donc, on lui donne ce pouvoir exceptionnel ainsi pour- que la publication. ainsi que la Publication. promulgation. Ouais. La promulgation, c'est quand le président de la République, il promulgue la loi. Ouais. Mais la publication, c'est un travail administratif. C'est administratif. C'est Ok. donné au gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est lui le responsable du journal Mais en officiel. l'absence du président, l'acte de promulgation n'est pas donné au Conseil des ministres. Si on accepte d'une façon exceptionnelle Ouais. qu'il peut être donné au Conseil des ministres, il ne faut pas qu'il soit intérimaire, de un. De deux, il faut qu'il l'exerce d'une façon légale. Parce que ce qui a fait le Premier Vous ministre... pensez que c'est illégal? Le Premier ministre, ce qu'il a fait, il a promulgué, et en plus, il est revenu sur la promulgation. Une fois la loi est promulguée, on ne peut plus revenir à la promulgation. Oui, ça c'est clair. Il y a Donc, Permettez, oui. excuse-moi, Maurice. Oh, Donc, pour clarifier un peu, il l'a promulgué le 19/12/2023. Donc, ipso facto, la loi doit être publiée dans un délai maximum le 3/1/2024, ce qui n'a pas été fait. Ça Lui, n'était pas il le est cas. revenu sur la promulgation et il a renvoyé la loi. Parlons, pour finir, en ce qui concerne les négociations avec le comité des commerçants au sein de la commission de justice. Donc, ces négociations-là, les points principaux, ça se passe comment? Oui. Il faut notifier que pour la première fois,
Quelle est la votre position commission aussi législative de ces modifications, etc. Ah oui, la commission législative au sein du Parlement, pour la première fois, elle a mis le doigt sur vraiment le problème. Et elle a commencé vraiment à travailler sérieusement pour l'élaboration de cette loi. La loi sur les non-commerciaux, les loyers non commerciaux, a été le résultat de beaucoup d'études, de beaucoup de statistiques, de beaucoup de renseignements, et après il y a eu cette loi. Mais on est dans une impasse maintenant. Il y a la loi qui a été renvoyée, il y a un recours devant le Conseil d'État. Alors les commerçants, ils ont dit que peut-être on peut négocier quelques rectifications pour la loi, en attendant les résultats qui peuvent émaner d'ici et là. Nous, on était d'accord, mais rectifications minimes et non pas des rectifications qui sont larges et extensives. Large, c'est Il dire y a les le président. 8%, c'est Non, la période, c'est quoi? c'est le programme qui a été mis par la commission parlementaire législative sur la durée, de restituer le bien, 2 sur l'estimation locative du bien, 3 sur quels sont les bénéficiaires et combien on peut continuer d'années, et 4 s'il y a par exemple des pas de porte. Ouais. Il y a un programme précis qui a été mis Vous avez pu par trouver- le président de la commission, M. Georges Adouane. Est-ce que vous avez trouvé une solution ou pas encore? Jusqu'à maintenant, non. On est en négociation. On est très positif. Les 3 autres points? On est positif sur les 3 points. Ouais. On est en train de négocier. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les rectifications doivent être minimes. Et Pas les structurel, commerçants, vous voulez dire. pas structurels. Et les commerçants doivent avoir la bonne foi. On ne peut pas négocier avec une mauvaise foi. Il est temps de libérer les biens qui ont été confisqués par l'État au profit des locataires pendant des années. Il est temps. Parce que, comme vous le savez, au Liban, il y a 2 genres de locataires commerciaux. Il y a les locataires commerciaux qui payent les loyers qui sont ordinaires et les loyers et d'autres commerçants qui payent des loyers qui sont vraiment minimes. Donc, il y a aussi une atteinte au principe de la concurrence. Donc voilà, c'est clair que la commission législative au sein du Parlement est en train d'essayer de rapprocher les points de vue des propriétaires et des locataires et certainement des commerçants. Bien voilà, pour finir, c'était un plaisir de recevoir le conseiller juridique de l'association des propriétaires, Maître Roland Espert. Merci bien, merci à vous Maurice et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bien voilà mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.